Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui va être un peu plus courte que prévu parce que, oui, en effet je ne vais pas parler de nos camarades ou de pointus mais bien de la pathologie psychiatrique qui en découle. J'ai beau être passionné des légendes, des créatures et tout y quanti, je reste également aussi un grand passionné et un très grand curieux de la connaissance pour savoir jusqu'où l'être humain peut aller dans l'horreur. C'est pour cela que je ne vais pas parler de vampires, mais bien de vampirisme. Bon, même si, forcément, dans la vidéo, je vais devoir en parler un petit peu, forcément, des vampires, cela va de soi. Alors, servez-vous un grand cru de O négatif, mettez-vous à votre aise, et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Alors, autant être cash, les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une origine exacte justement du vampirisme. Du fait que l'observation de ce phénomène est trop rare et trop hasardeux. Parce que généralement, à chaque fois, il y a toujours un petit quelque chose qui en découle en plus. La consommation, l'ingestion de sang humain en lui-même, rien que ça, on n'a pas moyen de trouver une petite origine. Quand on compte les auteurs de personnes pratiquant le vampirisme, c'est très restreint. Maintenant, si on rajoute d'autres facteurs, par exemple le fait de mordre une personne durant une relation ou une agression sexuelle, là forcément ça augmente, on va dire, le taux, la moyenne d'auteurs justement de ce phénomène. Mais si on reste dans la partie visible de l'iceberg, on peut observer un comportement assez commun, avec plusieurs facteurs. Généralement le premier, que ce soit, donc c'est déjà une fascination au contact du sang, que ce soit de façon buccale ou alors de manière cutanée. Maintenant on peut également attribuer ce phénomène, enfin cet attrait de personnalité, déjà aux nécrophiles ou alors aux cannibales. C'est ça qui est compliqué avec le vampirisme, c'est qu'il découle ou alors il est tout le temps rattaché à une autre pathologie, parce qu'elle est souvent catégorisée comme une psychose ou alors une variante extrême de la schizophrénie. Voire même dans certains cas, elle est directement associée à la paraphilie, avec forcément la vue du sang ou la consommation de sang qui entraîne une excitation du point de vue sexuel. Alors, les cas de vampirisme classiques avec seulement la consommation de sang humain restent assez rare, car elle, comme je le répète depuis le début, elle est directement associée à une autre forme psychiatrique. Mais si on ressasse les écrits à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on compte pas moins peut-être 80 cas vraiment de vampirisme, enfin de vampire classique, vraiment type, sans variante de nécrophilie, de zoophilie, rien du tout, vraiment neutre, rien que le vampirisme. Donc on en compte à peine 80. Ce qui, pour un trouble qui est tellement mis en avant dans la culture populaire, ce nombre paraît assez maigre. Mais comme je le dis depuis le début encore, je me répète, c'est parce que ce qui est frustrant, c'est que le vampirisme n'est pas considéré, en règle générale, n'est pas considéré comme un trouble psychiatrique classique. On va vraiment, tu vois, vraiment comme un titre, vraiment. C'était toujours une variante ou un sous-titre. C'est ça qui était vraiment assez curieux et c'est assez frustrant quand on cherche, parce que les différents cas que j'ai trouvés dans des lectures où on parlait donc d'un patient qui se plaignait d'anémie pour au final s'avérer être un auto-vampire, donc qui consommait son propre sang, voire même en 2002 avec une femme qui consommait son propre sang afin d'assouvir des rites, un petit peu des délires, comme si c'était pour elle un rituel de purification. Et qu'au final, pareil, même si elle pratiquait l'auto-vampirisme, la schizophrénie a été diagnostiquée et rajoutée en plus. Donc du coup, le vampirisme n'a été qu'un symptôme de cette schizophrénie.
à chaque fois, le vampirisme est en dessous. Et quand on voit le nombre d'œuvres et compagnie, de personnages pratiquant justement le vampirisme, on se dit c'est pourtant un truc qui devrait être unique. Eh bien non, à chaque fois c'est une variante. Maintenant, quand on fouille un petit peu les revues médicales ou psychiatriques, on constate que le phénomène de vampirisme a été, à la grande majorité de beaucoup d'experts, catégorisé en 4 colonnes très distinctes. Et dans ces 4 catégories, vous allez voir que c'est automatiquement relié à une autre déviance. Première catégorie, on a le vampire total, avec donc de la nécrophilie, mutilation des cadavres et consommation de sang humain. Deuxième catégorie, on a le nécrophile et nécrosadique, mais qui ne consomme pas de sang humain. Troisième catégorie, on a le consommateur de sang humain, mais qui ne pratique pas ni nécrophilie ni nécrosadisme. Et puis on a l'auto-vampire, qui lui a découvert cette facette, vraiment ce fétichisme, en se blessant par hasard, ou parfois même des fois volontairement, à goûter son propre sang et va aller jusqu'à avoir une véritable obsession, à avoir vraiment le besoin de consommer, quitte à se faire des injections, donc avec son propre sang. Jusqu'en 1992, où le voile sur le vampirisme va se soulever partiellement, grâce à l'œuvre du psychologue américain Richard Nolte, qui va alors proposer un ouvrage et baptiser ce trouble comme le syndrome de Reinchild. Forcément, Reinchild, vous l'aurez compris, directement en référence avec un des personnages de Dracula de Bram Stoker. Celui qui consommait le sang des animaux pour pouvoir s'approprier justement les forces vitales. Au-delà de proposer un nom à ce symptôme, il va également établir un schéma de 4 symptômes évolutifs qui apparaissent chez ceux atteints de cette maladie. Maladie qui touche généralement la jante masculine. Et je vais tenter de vous expliquer le schéma justement évolutif avec les 4 symptômes qui apparaissent. En premier lieu, on a le premier contact. Donc généralement, cette étape intervient durant l'enfance, où le sujet va se blesser involontairement et va éprouver une sorte de satisfaction ou d'excitation lorsqu'il va boire son propre sang. Ce qui va découler directement sur la seconde étape, l'auto-vampirisme, où cette fois-ci, il va éprouver le besoin et le désir donc de consommer son propre sang de manière épisodique plus fréquente. Nous arrivons à la troisième étape, la zoophagie, donc l'ingestion de sang animal. Et cette étape va faire naître quelque chose, donc ça veut dire que si le sujet n'a pas sa dose de sang animal quotidienne, il va éprouver des crises de manque, littéralement, qui peuvent être parfois très violentes. Et pour assouvir son désir, il ne va pas prendre trop de risques, il va directement chercher au plus proche, donc les animaux de compagnie, donc généralement des chiens ou des chats. Et c'est ici qu'on arrive au stade critique justement, on atteint l'étape cruciale, le vampirisme, avec là le sujet maintenant veut du sang humain autre que le sien, et va pour cela utiliser plusieurs techniques, soit ça va aller du vol de sang dans les banques, dans les hôpitaux, à forcément l'agression, voire même le meurtre en série pour assouvir son besoin de sang humain. Bon, cette théorie, elle a été réfutée de nombreuses fois par énormément de ses confrères, parce que dans le domaine médical, le vampirisme, comme je le dis depuis le début de la vidéo, n'est qu'une variante d'un autre trouble psychiatrique. Ça, en règle générale, beaucoup de gens vont penser cela, le vampirisme n'est qu'un symptôme. Voire pire, certains ont même accusé Nolte d'avoir engendré une véritable propagande justement du vampirisme, avoir provoqué un boom d'actes de vampirisme du fait d'avoir nommé, on va dire, le syndrome avec un personnage fictif, donc le personnage de Reinchild, et que cela aurait fait que énormément de personnes seraient justifiées, de personnes qui auraient été chopées à pratiquer le vampirisme, auraient comme excuse de dire de s'être identifié justement dans ce personnage de Bram Stoker. Et forcément, pour tenter de justifier leur déviation, ils vont utiliser cela. Et forcément, les détracteurs justement
de Nolte vont utiliser ça pour tenter de le décrédibiliser. Et quand on regarde, c'est peut-être possible que le fait d'avoir mis en avant ce syndrome avec un nom, que les gens un petit peu atteints, ben, il leur faut pas grand-chose pour se cacher et faire l'autruche. Donc, pour moi, je pourrais rejoindre, on va dire, les détracteurs de Nolte. Pour moi, c'est peut-être possible que c'est ça qui a provoqué ce véritable boom. Maintenant, le vampirisme en soi, c'est une maladie qui varie en fonction du professionnel. Car c'est une pathologie à l'interprétation vraiment unique. Chacun l'interprète ou l'identifie, quand je dis chacun, je parle bien sûr des professionnels de la santé mentale. Beaucoup de gens la considèrent plus ou moins formelle, certains la considèrent comme une pathologie en elle-même, d'autres en une simple variante. Et ça, c'est peut-être dû aux multiples apparitions dans la culture populaire. Le fait que cette maladie soit tellement mise en avant plus souvent en fiction qu'en réalité, c'est peut-être ça qui va peut-être décrédibiliser, on va dire ça. Un petit peu comme la lycanthropie, donc la fameuse maladie du loup-garou. Malgré tout, certains professionnels, donc certains psychiatres ou psychologues, utilisent le terme vampire autrement que dans la consommation d'hémoglobine. Par exemple avec les vampires psychiques, qui eux sont souvent mis dans la catégorie agresseurs sexuels, qui se servent de ça, avec cette technique, comme moyen de pouvoir garder une pression sur sa victime, de pouvoir la servir. Cela étant, gardons à l'esprit que même si les vampires peuvent paraître séduisants comme Damon, Stephen, Klaus, Elijah pour moi, Edward, toute la famille Cullen, Spike, Angel également pour moi, Lestat, tout ce que vous voulez, eh bien, il faut garder à l'esprit que d'autres personnes, de véritables monstres, se cachent dans la vraie vie. Alors, je vous le dis aussi, petit disclaimer, ne commencez pas déjà à flipper, parce que si vous avez déjà, une fois que vous étiez coupé enfant et que vous avez commencé à sucer votre pouce ou votre doigt pour arrêter que ça saigne, ben, vous n'êtes pas un vampire. Non, non, je vous rassure. Pas la peine de commencer à flipper, hein. À moins que si vous le faites de manière volontaire ou sur quelqu'un d'autre, là, il faudrait peut-être aller consulter parce que vous êtes chelou. Je dis ça, j'ai rien. Mais c'est sur cette touche un petit peu humoristique que cette archive macabre se clôture. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et à partager. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!